collectif d'artistes, de techniciens et bientôt de scientifiques qui réfléchissent les questions technologiques, leur impact social et environnemental au travers de la création d'œuvres d'art technologiques. Voilà. Et comme on aime faire ça, on aime aussi le partager. Donc on a tout un pan pédagogique que je vais vous épargner, mais dont les uchroniques font un peu partie. Et on essaye de partager nos interrogations avec le public. Alors le principe d'une uchronique, c'est on part d'une œuvre d'art et autour d'un thème et on commente cette thématique à partir de cette œuvre d'art. Et on a en général 3 intervenants représentant les arts et la culture, la technique et la science. Donc ce soir, c'était un peu particulier. On avait 2 duos, dont un est absent. Voilà, le duo d'artistes Artact est absent parce que l'un d'eux est souffrant. Donc j'essayerai d'être leur porte-voix du mieux que je peux. Et nous accueillons donc le duo de designers, donc Gwenaël Bertrand et Maxime Favard, de Maxwen Studio, qui sont également enseignants-chercheurs en design, et Isabelle Schalk, qui est donc chercheuse en microbiologie au CNRS. Et je vais les laisser se présenter et présenter ce qu'ils font avant d'attaquer la discussion. Donc bonjour, donc moi je suis Isabelle Schalk, je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS et je dirige un labo qui est localisé à l'université de Strasbourg sur le campus d'Illkirch, à l'école de biotechnologie si quelqu'un connaît. Et donc je dirige un labo en microbiologie où on travaille sur les bactéries, on essaie de trouver de nouveaux antibiotiques et ce genre de choses. Voilà. Donc Maxime Favard, donc je suis designer associé avec Gwenaël Bertrand. Alors nos recherches pratiques, nous, elles sont... Enfin, je dis recherche pratique parce qu'on s'intéresse beaucoup à la recherche-création, à savoir comment, par la pratique, en fait, on développe un propos théorique. D'ailleurs, on sera en résidence dès la semaine prochaine ici au Shadok pendant quelques semaines. Et on est également enseignant à l'université de Strasbourg en licence design et en master. Et puis on est chercheur donc au sein du laboratoire ACRA, approche contemporaine de la création et de la réflexion artistique, dans lequel on mène des recherches. Bien. Donc la thématique de ce soir, quand la nature inspire la technologie, finalement n'était pas si évidente à aborder, puisque quand la nature inspire les artistes, ça c'est relativement simple, et notamment dans les arts technologiques où il y a tout un tas d'œuvres importantes. Voilà, là vous voyez par exemple Je sème à tout vent, qui est une œuvre de 1990 d'Edmond Couchot et Michel Bray, qui était présente dans la plupart des gros rendez-vous art technologiques de cette époque. Et l'idée, vous avez une ombelle de pissenlit et donc vous soufflez et ça sème les ombellules. Voilà. Vous avez une œuvre assez connue de peut-être l'artiste technologique français le plus connu, peut-être, Miguel Chevalier, donc Fractal Flowers, donc où le programme génère des fleurs géantes aux couleurs chatoyantes et ces fleurs suivent du regard les spectateurs, voilà, enfin du regard, si tant est qu'une fleur puisse avoir un regard. Donc voilà, ça c'est une thématique, c'est 2 exemples, mais il y a tout un tas d'exemples là-dessus. Mais nous, ce soir, on va essayer de parler d'œuvres d'art qui mettent en avant une inspiration naturelle, mais pour une technologie. Donc on va parler manipulation génétique, on va parler biomimétisme et durabilité, en gros. Voilà. La première œuvre que voici, donc GFP Bunny d'Eduardo Cac, qui est un artiste brésilien. C'est une création transgénique donc de ce lapin qui s'appelle Alba. Et l'idée, c'est une manipulation génétique qui permet d'entrer dans le génome du lapin la GFB. Je laisserai les spécialistes parler de ça après, c'est-à-dire Green Fluorescent Protein, voilà, qui est issu du génome d'une méduse.
Et donc, c'est les photos que l'artiste expose. Et la première fois, donc, en Avignon, en l'an 2000. Et donc, pour l'instant, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation de cette œuvre. Je vais laisser nos intervenants commenter. Et je vais laisser la parole donc à Isabelle Schalk. Merci. Donc voilà, je vais commencer. Je suis donc une scientifique. Je vais pas décrire ce lapin plutôt d'une manière scientifique, mais avant, j'aimerais quand même dire que en tant que personne, je peux comprendre qu'on trouve ce lapin fantastique, qu'on trouve que c'est une œuvre d'art. Mais vous montrez ça à un scientifique, il va vous dire mais c'est un lapin, on a cloné la GFP dedans, quoi. En fait, un scientifique va pas du tout être impressionné par ce lapin là qui est tout vert. Mais je peux comprendre qu'en tant que personne, ce lapin tout vert, enfin, la photo est jolie, la couleur, elle est jolie, ça fait un peu extraterrestre. Il y a aussi le côté peluche, voilà. Donc, je vais peut-être, parce que vous ne savez peut-être pas comment marche ce lapin. Il est vert, là, fluorescent, mais si on avait ce lapin-là sur la table, il serait en fait blanc. C'est un lapin albinos. Et il devient vert fluorescent et encore, c'est peut-être pas aussi joli que là. À partir du moment où vous le mettez sous une certaine lumière, il y a une certaine longueur d'onde de lumière qui doit arriver dessus et c'est là qu'il va fluorescer. Sinon, il est blanc comme n'importe quel lapin albinos. Alors, je peux peut-être vous expliquer rapidement comment, c'est créer un lapin de ce type-là. En fait, on injecte, lors de la fécondation de l'oocyte par le spermatozoïde, on injecte également dans l'œuf le gène de la GFP, donc qui est Green Fluorescent Protein. En fait, c'est une protéine qui a une couleur verte fluorescente lorsqu'on l'excite. Donc, le gène de cette protéine, on l'injecte dans la cellule. Et après, en fait, dans toutes les cellules du lapin, cette protéine est exprimée. C'est pour ça que le lapin est vert. Alors, peut-être juste ce que j'aimerais dire encore, c'est que maintenant, en biotechnologie, on a fait des protéines comme ça de toutes les couleurs. On peut faire un lapin qui est bleu, on peut faire un lapin qui est rouge, ça s'appelle la M-Chérie ou cyan. Enfin, on a fait toutes les couleurs, des protéines de toutes les couleurs. Donc, on pourrait faire un lapin comme ça, de toutes les couleurs. Donc, ça, c'est un peu comment est construit un lapin de ce type-là. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est pour ça qu'un scientifique n'est pas épaté par un lapin comme ça, c'est que cette protéine, c'est vraiment un outil de base qu'on utilise en biologie, dans tous les domaines, que ce soit de la microbiologie, de la biologie plus animale, végétale, virologie. En général, on utilise ces protéines, cette GFP, pour l'accrocher à d'autres protéines, pour visualiser des molécules dans les cellules par microscopie de fluorescence ou ce genre de choses, ou pour voir si une protéine est exprimée ou pas. Donc c'est un outil, cette GFP-là, qui est exprimée chez ce lapin, c'est un outil de base que les scientifiques utilisent tous les jours au labo. Nous, on fait de la microbiologie au labo, c'est-à-dire on travaille sur des bactéries. De la GFP, sur nos bactéries, on en exprime tout le temps. C'est un outil de base. Voilà. Donc, ce que je voudrais... cette GFP est devenue un tel outil que, je ne sais pas si vous le savez, en 2008, ceux qui ont créé cette GFP, l'ont développé comme outil, il y a eu un prix Nobel de chimie pour cette protéine, pour les applications possibles de cette protéine. Voilà. Et donc là, en fait, ce lapin, je crois que vous ne l'avez pas dit, donc il a été créé à l'INRA en 98, donc ça date, c'est il y a 20 ans. Je pense que ce lapin, il est déjà mort de sa belle mort, ou alors c'est un vrai papy. Je ne sais même pas si c'est une femelle ou un mâle d'ailleurs. C'est une femelle. Et donc ce lapin, c'était créé en 98 et c'est en 2000 que l'artiste Eduardo Kac est allé à l'INRA, je crois, pour rencontrer ce lapin. Je pense qu'il a dû lire dans la littérature que ce lapin existait. Et donc, il a photographié ce lapin. Je pense que le lapin n'est jamais sorti du labo, d'après ce que moi j'ai lu, et qu'il l'a mis dans sa collection. Mais si vous regardez sur Internet, vous pouvez voir qu'il y a des souris comme ça fluorescentes qui ont été faites. Il y a des poissons zébrafiches fluorescents qui ont été faits pour la science. Et ça a été fait quand même pas d'un point de vue artistique. Ça a vraiment été fait avec un objectif scientifique pour voir si on arrivait à faire exprimer une protéine autre qu'une protéine de lapin dans un lapin. Donc c'était vraiment au départ un objectif scientifique. Il n'y a pas du tout eu au départ un objectif artistique dans la création de ce lapin. Voilà, j'ai peut-être déjà passé mon temps. Mais on peut revenir... Voilà. Je crois que j'ai appuyé. Voilà, pardon.
Donc bonsoir. Effectivement, c'est très intéressant ce que nous avons entendu, puisque donc nous plutôt du domaine du design, donc pas de connaissances en sciences et moins en art, mais en tout cas de notre point de vue, ce qui nous a frappé, c'est la question évidemment du vivant comme matériau. Et ça pose la question effectivement éthique, à savoir si on imagine que le lapin devient une œuvre d'art, jusqu'où on peut aller, quelles sont les limites, puisque déjà en science on peut se poser aussi la question de l'utilisation du coup de mammifères et autres pour des raisons scientifiques, c'est acceptable à certains égards, mais en art, on se pose cette question. Et effectivement, le lapin n'est pas le seul. Même du côté artistique, vous avez Catherine Chalmers qui a montré les souris de laboratoire qui avaient ce type de modification. Et justement, c'est ce vers quoi il ne faudrait pas aller, c'est une économie du vivant où... en fait, réellement, on va créer un système financier derrière ce type de choses. On le retrouve, il y a des sociétés comme Glowfish qui commercialisent des poissons phosphorescents, justement. Donc là, on peut se dire qu'il faudrait peut-être être alerté davantage. En tout cas, du côté artistique, moi, je me pose aussi la question de... Quel est le but et pourquoi finalement essayer de créer la vie ou de créer du vivant même par transformation, quel serait l'intérêt de ça? Et il faut avouer quand même qu'il y a un petit côté assez mégalo et du coup je trouve que le fait que ce lapin, on peut même en parler comme un phénomène Alba, puisque l'artiste aussi lui a donné un nom, c'est pas tellement ce qui compte, c'est pas tellement est-ce qu'il l'a fait lui en tant qu'artiste, ou est-ce qu'il a juste pris une photo, ou est-ce qu'il a fait un photomontage, mais plutôt tout ce que cela véhicule comme polémique, à savoir quel est le statut de l'art. Donc, est-ce que le vivant est une œuvre d'art et surtout, peut-on aller éthiquement vers ce type de choses et du coup, moi, ce qui m'intéresse par là plus précisément, c'est le côté un peu plus fictionnel qu'il y a derrière ce projet, où en fait, on va imaginer un tas de choses qui en fait n'ont pas lieu d'être nécessairement. Mais en tout cas, la fiction est presque comme une forme de connaissance, à mon sens, dans ce projet. Et c'est pour ça que, pour moi, cette image, ce photomontage, puisque clairement, comme l'intervenante a pu vous le dire, donc Isabelle Chac, il n'y a pas a priori un lapin aussi vert qui émane de cette modification, et donc il y a une forme de photomontage. Et finalement, est-ce que c'est pas ce photomontage qui se suffit à lui-même en tant que tel et qui fait œuvre? Cette forme narrative de ce lapin ferait œuvre et elle se suffirait vraiment à elle-même. Ouais, moi je voudrais rebondir du coup sur le point de vue de l'artiste et peut-être la trajectoire, la perspective, la visée qu'il veut émettre. Et à partir de ce projet, du coup, j'aurais peut-être deux hypothèses. Alors je pencherai plus pour une, mais bon, je vais quand même dire les deux. Hein. Alors la première, elle tiendrait à penser que l'artiste, Eduardo Katz, et il essaye par l'humour, la curiosité, de nous interroger sur des questions qui sont sérieuses. On pense par exemple à la figure de style, la parabole. La parabole, c'est comment au travers d'une fable, au travers de quelque chose qui va nous interpeller, qui va, de manière assez ludique, d'une feintise comme ça, va nous faire réfléchir de manière beaucoup plus sérieuse. Est-ce que c'est pas ça, de voir ce lapin, de s'amuser de ça, pour finalement nous interroger sur des problématiques bien plus fondamentales, qu'elles soient éthiques, morales, sur la manipulation génétique. Donc cette visée, elle est intéressante parce que cette première hypothèse, c'est de dire, il a une attitude singulière, mais c'est pour nous interroger collectivement. Voilà. Bon, ça c'est première hypothèse, mais je ne serais peut-être pas pour celle-là. La deuxième hypothèse, c'est plutôt une attitude, une autonomie artistique, je dirais, de l'ordre de l'affirmative. J'ai l'impression que l'image du lapin vert fluo qu'il nous propose là, elle tient davantage du spectaculaire, du divertissement, d'une tendance de l'art à aller vers la science finalement, mais dans l'action de provoquer stratégiquement et de pas produire finalement de sens. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu.
Et donc entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, donc on a soit une attitude, soit une autonomie, une attitude vers le collectif, soit une autonomie de l'artiste. Et donc, à titre personnel, en tout cas, je dirais plutôt que c'est une forme d'autonomie, voire de productivisme de la création. C'est un peu je me monte, il y a un peu l'idée d'une monstration comme ça, en produisant du divertissement, en exploitant le vivant, comme vous l'avez très bien dit. Sans poser formellement les bonnes questions. J'ai pas trouvé, en tout cas dans ces discours, vraiment les questions. Et donc là, à mon sens, c'est pour ça que je dis que il y a presque une visée de profit, de reconnaissance d'image, etc., où on est plutôt dans de la stratégie. Et ça tient pas à jouer avec le collectif, mais plutôt à se jouer du collectif et à le tromper en disant voilà, il y a ça. Mais finalement, voilà, on n'a pas vraiment. Voilà. Et donc, est-ce que ça tiendrait pas plutôt de la tendance plutôt que d'un réel engagement artistique? Voilà, moi c'est ça qui me perturbe un peu, quoi. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit pour apporter quelques précisions. Donc, vous avez déjà tout pressenti de ce qui se joue, puisque c'est l'œuvre qui a fait connaître l'artiste à une toute autre échelle que ce qu'il était connu précédemment. Et donc, il a lancé cette idée d'art transgénique, etc. Et donc, sur ces questions du geste artistique, de sa volonté floue, très clairement, j'apporte une petite précision. J'ai relevé quelques-uns des... Donc ça, c'est la parole de l'artiste, quelques-unes des pistes qu'il a essayé d'éclaircir avec ce travail. Et vous allez voir que c'est assez conséquent, j'en cite 5-6 parmi je ne sais pas combien. Donc ça pose vraiment la question effectivement de quel était le vrai but, puisque quand il y en a 50, bon. Donc étudier la pluridisciplinarité professionnelle, donc ça c'est un classique. Contester la suprématie de l'ADN dans la création de la vie. Et vous m'en direz des nouvelles, pour une compréhension plus complexe des relations entre génétique, organisme et environnement. Voilà. L'extension du concept de la biodiversité et de l'évolution, la communication interespèce entre l'homme et l'animal transgénique, examiner les notions de normalité, hétérogénéité, pureté, hybridation, altérité, militer pour le respect public des émotions et de la vie cognitive des animaux transgéniques, et l'extension de la pratique artistique à l'invention de la vie. Voilà, c'est pas mal d'intentions. Donc voilà pour les intentions artistiques. Et pour la polémique scientifique qui était sous-entendue, donc je lui ai promis, je vais le faire. Donc j'ai eu un courrier d'un scientifique strasbourgeois qui s'appelle François Bernier, et je vous en lis un extrait. Donc quelques commentaires sur cette œuvre. L'artiste prétend avoir réalisé ce lapin transgénique en collaboration avec le laboratoire Louise-Marie Oudebine, donc l'INRA dont vous parliez tout à l'heure. Ce lapin, sous de bonnes conditions d'éclairage, donc présente un phénomène de fluorescence vert sur l'ensemble de son corps, y compris les poils. Voilà. Et donc, je ne vais pas vous le lire en entier, mais en tout cas, il remet en cause la paternité de l'artiste, puisque l'artiste se revendique auteur, ce qui n'est pas le cas. Il est auteur, par contre, comme ça a été précisé, du geste artistique, de l'œuvre, de la photographie. Et qu'en fait ce lapin ne peut pas sortir, alors que le but du projet, puisqu'il en parle dans son intention, c'était de faire aussi venir ensuite le lapin dans sa vie à lui, et donc d'introduire dans la vie courante des animaux transgéniques, ce qui, je crois, est totalement impossible, puisque tout animal modifié génétiquement, normalement, ne quitte jamais le laboratoire. Voilà, je voulais apporter ces précisions, et puis je vous laisse les recommenter du point de vue à la fois artistique et scientifique. Oui, moi je pense effectivement il était un peu opportuniste, je dirais, l'artiste. Il a dû lire dans la littérature qu'on sait faire ce genre de choses maintenant, et puis ça a dû le séduire. C'est vrai que quand on voit ce lapin, quand on imagine un lapin fluorescent vert, ça fait rêver. Donc je pense effectivement ça
excité son imagination, son côté artistique, et après il a créé toute une histoire autour de ce lapin, parce qu'effectivement c'est pour lui le côté artistique, c'est pas que le lapin fluorescent, c'est la sociabilisation de ce lapin fluorescent, parce qu'il voulait l'adopter chez lui, qu'il vive chez lui, qu'il ait des câlins et tout ça, qu'il ait une vie familiale, ce lapin. Donc en fait tout ça faisait partie un peu de son projet, c'était d'adopter ce lapin chez lui. Mais enfin, la création qu'il y a eu de sa part, là, c'est juste l'histoire qu'il y a autour, quelque part. Le lapin a été créé par les scientifiques. Mais après, c'est pas grave, en fait. Je veux dire, l'artiste est là, enfin, n'est pas obligé de créer toute l'œuvre. Il peut juste prendre le lapin qui est déjà créé et en faire quelque chose. C'est pas forcément, on trompe pas forcément les gens en prenant un lapin qui est déjà fait et en se l'appropriant après. Donc oui, voilà, je voulais revenir aussi sur les intentions de l'artiste qui viennent d'être lues, et notamment cette idée d'altérité et d'hybride. Je trouve que c'est assez important et manifeste dans ce que l'on voit dans ce photomontage et justement tout le récit qu'il raconte, où il interroge la rupture, enfin l'absence de dichotomie nature-culture au profit d'une forme d'hybridation intentionnelle, et donc une nature qui serait modifiée, voire synthétisée. Et on pourrait penser notamment à Vladimir Vernadsky, qui parlait de cette géosphère qui ensuite, une fois la vie arrivée sur Terre, est devenue la biosphère que nous connaissons, mais que dès que l'homme a su utiliser un outil, c'est devenu la noosphère. Et là, on se dit aujourd'hui, avec ce type de projet, qu'il soit scientifique, artistique ou de tout ordre, quand ça questionne l'hybride, on se demande si on n'est pas arrivé vers quelque chose de nouveau, je sais pas, une hybrisphère par exemple, où véritablement ça questionne nos rapports et il n'y a plus nécessairement de dichotomie nature-culture, mais vraiment une fusion, une hybridation. Et c'est sans doute toute la polémique également que peut susciter ce type de projet. Oui, justement, sur cette idée d'hybrisphère qui... Moi, je pense qu'il y a vraiment ce projet suscite vraiment une espèce de pensée de confluence entre technosphère, biosphère, entre l'artificiel, le milieu artificiel et le milieu naturel, où il y a une recherche comme ça d'association. Ce que je trouve aussi, et vous l'avez dit tout à la fin, quand vous avez parlé d'invention du naturel ou d'invention de nature, etc., il y a vraiment une idée de recréation du naturel. Avant, on était dans la création de l'artificiel, maintenant on est dans la recréation naturelle. Si avant, même dans l'histoire du design, on parlait, je parle de l'histoire du design parce que je connais plus que l'histoire de l'art, mais on parlait de, quand il y avait Gropius disait oui, l'idée de la construction du monde, etc. Maintenant, on est dans une reconstruction et proche même du naturel. Il y a l'idée de recréation, et donc là, il y a véritablement, dans cette logique artistique qui est soutenue par l'artiste, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'avait dit, mais il soutenait un mouvement, c'est l'art transgénique. Et le but, c'est bien, je le cite, de créer des êtres vivants inédits. Donc il y a vraiment cette idée démiurgique de la part de l'artiste, pardon. Et là, moi je sais pas vous, mais ça me fait penser vraiment une forme d'écologie qui serait devenue une écologie donc machinique, où carrément on va penser l'environnement, tout notre lieu de vie, mais par une grosse machine qui serait sous la maîtrise, là, véritablement une technosphère, mais bon, hybrisphère, c'est bien parce que ça permet de faire à la fois nature et artificiel. Et donc voilà. Donc moi, Eduardo Cax, vraiment, c'est la figure de l'artiste créateur, mais créateur, je dirais qu'un grand C, quoi. C'est vraiment le créateur qui se prend un peu pour Dieu, quoi. Du coup, puisque vous avez parlé d'hybridation et tout, je complète juste par une autre œuvre de l'artiste. Voilà. Qui histoire naturelle de l'énigme, et donc la fleur que vous voyez s'appelle Edunia, donc pour Eduardo et Pétunia, voilà. Et donc les vénules rouges sont supposées avoir cette couleur puisqu'il y a eu manipulation génétique, donc un croisement entre le génome de la fleur et le génome de l'artiste. Par extraction dans son sang, donc ça je vous laisserai commenter la partie technique, mais voilà, il est effectivement totalement dans cette idée
d'hybridation, de transgénie et de création avec un grand C. Alors, je vais d'abord venir sur ça, puis après je vais revenir sur ce que vous avez dit. Donc là, effectivement, j'ai vu cette photo-là cet après-midi aussi. Donc j'ai regardé un peu sur Internet comment ce qu'ils en disent. Effectivement, donc dans les vénules, là, dans les cellules qui font ces petites veines, est exprimée une protéine de Eduardo. Donc je pense, à mon avis, c'est l'hémoglobine qu'ils ont dû cloner dans la plante et qui est exprimée dans les cellules là qu'on voit en rouge plus foncé. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le gène de l'hémoglobine de Eduardo et qu'ils l'ont mis dans le chromosome, enfin dans les cellules de la plante. Donc voilà, en fait, il y a juste une protéine de Eduardo qui est exprimée dans cette plante. C'est quand même pas un mélange de deux génomes, c'est juste un tout petit bout du génome d'Eduardo qu'on a mis dans la plante. Après, effectivement, Eduardo, il veut créer des êtres transgéniques, mais la science, ça fait longtemps qu'elle les crée quand même. Voilà, avec toutes les plantes transgéniques dont on parle et qu'on mange et qu'on a dans notre alimentation. Donc c'est quand même quelque chose dans notre société qui est très, très courant, quoi. Et c'est pas, quelque part, c'est pas étonnant que les artistes s'y intéressent aussi. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu quand même un parallèle entre technologie, science et artistes. Donc, c'est normal qu'ils s'approprient peut-être aussi ce côté transgénique, enfin, c'est toutes ces techniques. Voilà. Et ça soulève aussi quelque chose de très courant dans le discours sur l'art contemporain, c'est-à-dire que est-ce que l'œuvre c'est la finalité ou est-ce que c'est le discours qu'il va y avoir autour de l'œuvre, donc qui est finalement l'œuvre, ce que vous soulignez un peu tout à l'heure. Vous voulez peut-être encore en dire un petit mot ou... Oui. Oui, donc effectivement, je pense que tout ce que peut soulever autant dans la polémique que dans l'imaginaire ce type d'œuvre est tout à fait aussi essentiel que peut-être sa réalité, sa véracité. Et notamment, on se rend bien compte, si on pense à des personnes comme Jacques Rancière ou d'autres qui disent bien que le réel doit être fictionné. On a besoin aussi de déplacer à un moment donné des choses pour amener à changer des modèles, tout simplement. Et donc je pense que c'est vraiment nécessaire et intéressant de pouvoir dialoguer sur ce type d'œuvres ou projets pour d'autres. Ouais, et puis aussi, c'est rendre visible ce qui se passe dans les laboratoires et qui peut être aussi manipulé par un petit nombre de personnes. Et à un moment donné, c'est de pouvoir le divulguer au public et de dire, bah, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il est possible de faire ou pas. Mais en tout cas, voilà, et de permettre un débat plus collectif au sein de la cité et pas qu'un débat entre scientifiques. Je pense que c'est aussi ça, et convoquer d'autres interrogations. Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est une tendance justement dans les arts technologiques. On serait à l'ère post-média puisque maintenant tout ce qui est médias, Internet, etc., a complètement infusé la société. Et du coup, c'est vrai que les artistes vont aller chercher plus loin dans des technologies qui sont pas sur la place publique pour amener la réflexion éthique ou simplement la réflexion de l'évolution sociale sur la place publique. Et je trouve ça finalement très intéressant comme geste, quelle que soit finalement la véracité scientifique et même le profit qu'il a pu en tirer, tant mieux pour lui. En tout cas, ça permet de poser des questions qui certainement nous dépassent et du coup peut-être qu'à force ça obligera une meilleure vulgarisation des grandes problématiques de demain et un partage avec tout un chacun. Si vous permettez. Oui, effectivement, je suis d'accord. Il y a vraiment cette idée de volonté citoyenne derrière, de ramener le débat chez les citoyens. Et je pense que tout ce qui se passe avec ce qu'on appelle la biologie de garage, notamment, est en lien aussi avec cet essor d'artistes et autres créateurs qui mettent en avant ce type d'événements. Donc c'est sûr qu'après se pose encore une fois la question éthique et les codes éthiques de tout ça, effectivement. Mais c'est intéressant de remettre ça au cœur du citoyen et pas nécessairement de la science ou uniquement de l'art et tout ça. Quelque chose à ajouter ou ça va pour vous? Ok. Eh bien, on va du coup passer à l'œuvre suivante.
où il est question de biomimétisme et de design. Donc je vais la présenter rapidement, puis je laisserai parler les spécialistes. Voici l'œuvre. Donc c'est un studio néerlandais, le studio Drift. Donc ça s'appelle Shylight, et c'est une installation. Un luminaire cinétique, donc vous verrez tout à l'heure une petite vidéo qui explique ça mieux que moi. Je laisserai les concepteurs en parler. Et en tout cas, ça s'inspire d'un phénomène de botanique donc qui s'appelle la nyctinastie, qui est un mouvement que font les fleurs pour se protéger dans leur rapport jour-nuit. Donc la fleur qui se ferme à un moment. En fonction soit des conditions de lumière, soit des conditions de température. Et donc ils se sont inspirés de ça pour faire ces très beaux luminaires en soie et avec un petit ajout de robotique, comme vous allez le voir. Alors je m'excuse auprès du public non anglophone, c'est une petite vidéo de 2 minutes et on l'a pas trouvée ni sous-titrée ni en français, donc voilà. Mais bon, l'essentiel se comprend par les images. To find this exact moment where the difference is in an object when is. We've always been very fascinated by movements in nature, and this is how we started the project that we call Shylight. We wanted to find this exact moment where the difference is in an object when is dead or when it starts to become alive. We made it with silk because silk is the super lightest and most flexible and thin material that you can imagine, and also it moves very graciously. The first Shylights were moving within a week, but we worked on 6 more generations throughout the years to get the Shylights to move exactly how we wanted them to. When the Rijksmuseum asked us for a permanent piece, it was back to the drawing board, reworking every tiny component. The satisfaction in our work comes from the moment the audience engages with a piece and they forget where they are, who they are, and they discover this new world between nature and technology. Shylight is a performative sculpture. When you enter the space, it becomes kind of a dance that is performed in front of you. When Shylight floats down and all the layers and compartments of silk fill themselves with air, the light is broken in a very soft and poetic way. Voilà. Donc vous avez vu dans le film la première installation de l'œuvre donc au Rijksmuseum à Amsterdam. Depuis, elle a été faite à différents endroits. Et du coup, je vais laisser notre duo de designers ouvrir le bal sur cette œuvre. Merci. Alors peut-être pour commencer sur un petit peu sur l'analyse de ce projet. Énoncer 2 éléments qui en design m'apparaissent en tout cas, nous sont apparus importants à relever. C'est peut-être d'abord l'enjeu d'un déplacement technique. Alors c'est pas le mouvement forcément, mais on va voir, c'est un déplacement du milieu technique. Et un deuxième élément important, c'est peut-être la question de l'ornement. La question de l'ornement dans cet objet. Alors premier élément donc sur le déplacement technique. Alors le studio Drift, on l'a vu dans la vidéo, il engage ici un détournement des savoir-faire, qui est un savoir-faire donc
qui s'intéresse donc à la fois à des lois fondamentales d'un matériau, le textile principalement, même si on a de la robotique avec de l'aluminium, etc. Mais c'est principalement, tout l'enjeu, c'est surtout dans le textile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un détournement du modèle créatif de l'habillement, par la réinterprétation des méthodes du textile, pour faire une lampe. Donc il y a comme ça un décalage qui est assez intéressant. Donc c'est là, enfin, ce qui m'a semblé un premier intérêt. C'est précisément donc bien que la forme, elle répond avant tout d'une affaire de déplacement, et la lampe, parce que si on regarde dans notre quotidien, les lampes en général, soit elles sont moulées parce que c'est fait à partir de la plasturgie ou de la verrerie, c'est cintré à partir de l'aluminium ou du bois, c'est imprimé en 3D par exemple, donc avec de la fabrication additive, enfin bref, mais rarement on a un décalage comme ça du textile pour faire une lampe, et donc la lampe elle est ici confectionnée. Donc ça, c'est déjà un premier élément technique. Et donc, ça me semble assez signifiant, et ça transporte quand même une forme d'un objet qui émet de la lumière, qui le transporte d'une norme à quelque chose qui serait de l'ordre de la différence, déjà, dans un premier temps. Et donc, on n'est plus dans une forme d'habitude, mais quand on le voit, d'un usage habituel, mais plutôt de l'ordre de l'expérience. Déjà, ne serait-ce que de ce déplacement technique, ça amène à une expérience, à une découverte assez particulière. Donc, ensuite, ce qu'on peut dire également, donc toujours sur ce plan technique, c'est que la logique qui est émise par les designers, c'est une logique expérimentale, du coup, puisqu'ils ne vont pas venir avec une conception prédéterminée, de se dire je dois faire une lampe, donc je vais reprendre un savoir-faire technique déjà normé. Là, ils vont véritablement expérimenter, et je trouve que c'est un éloge de la facture, c'est-à-dire la facture, c'est bien ce qui va révéler la mise en forme de l'objet, et un éloge donc de la structure, qui est donc ce qui forme le corps de l'objet. Donc entre la mise en forme et le corps de l'objet, on a cette valeur technique qui est particulièrement importante, et toute la valeur de fonctionnalité de l'objet, le fait qu'il puisse s'ouvrir et le fait qu'il diffuse la lumière de telle ou telle manière, eh bien c'est défini par le fonctionnement même technique qui a été mis en œuvre. Donc on voit bien cette filiation-là. Donc ça, ce premier point, il m'apparaît particulièrement intéressant. Et le deuxième point, qui est aussi intéressant, mais qui va être peut-être un peu plus critique, c'est sur la question ornementale, peut-être, parce que cet objet me semble quand même très ornementé, très romantique. Et justement, de par ses apparences, alors on pense par exemple dans l'histoire du design, alors là j'ai vu il y a des étudiants en design donc qui connaissent bien Adolf Loos en 1908 qui avait écrit Ornement et crime, et donc évidemment c'était un ardent militant lui de l'essentialité formelle, et il critiquait à son époque, c'était la sécession viennoise en Autriche qui est l'équivalent de l'Art Nouveau nous en France. Alors nous à l'Art Nouveau on pense à Guimard ou on pense à d'autres par exemple, et là ce qui est, si vous voulez, moi, je rapprocherais quand même la démarche de l'Art Nouveau de celle de Drift, parce que l'idée, au fond, c'est de s'inspirer de la nature, mais de la reprendre par une volonté d'apparence, de faire quelque chose d'agréable à voir, de beau, de sublime, de merveilleux presque, mais surtout par la question des apparences. Le problème qui m'apparaît, et du coup c'est pour ça que je critiquerais peut-être cette perspective de questionner l'ornement, c'est la question des rapports entre technique et nature. Parce que je l'ai dit précédemment, la technique, il peut y avoir un intérêt technique, mais le rapport symbolique en soi, il me paraît pas, je ne vois pas le lien entre la nature et ce qu'elle est pour son essence même et l'objet technique en lui-même. Est-ce que cet objet, parce que c'était un des objets, une des notions que vous avez employées, je crois, de biomimétique ou de biomimétisme, est-ce qu'il ne s'agit pas là, non pas de biomimétisme, mais plutôt de biomorphisme, et donc de reprendre la nature par des formes qui relèvent plus d'une apparence de nature, mais qui ne reprennent pas le système même qui fait l'essence même de la nature? Et est-ce qu'on n'est pas dans une représentation symbolique et pas une représentation essentielle, en fait, au fond, de la nature? Et du coup, effectivement, si je peux rebondir un peu là-dessus, clairement, cette installation lumineuse imite le vivant par, on l'a vu dans la vidéo, par une forme de mimésis de la croissance naturelle. Et donc, du coup, en fait, elle fait devenir
ce processus naturel comme un artifice. Et là aussi, je rejoins mon collègue et m'interroge aussi là-dessus, et notamment sur cette idée que si on se replace du côté du design et non pas de l'art, mais en tout cas en design, la question biomimétique, le biomimétisme a été souvent admise et amenée dans les projets pour des raisons, pour répondre à des besoins. Alors ça pouvait être des besoins d'aérodynamisme, d'imperméabilité ou de structures organisationnelles plus complexes. Et là, du coup, on est sur un rapport esthétique. Mais cependant, l'expérience est tout à fait saisissante. Rien que dans la vidéo, on est quand même saisi par l'expérience qu'il propose. Et j'imagine qu'en vrai, c'est d'autant plus fort. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que de notre côté, en design, il y a plus une volonté d'optimiser quelque chose d'existant quand on prend le biomimétisme, tandis que là, c'est plutôt de l'expérience esthétique. Et simplement, peut-être... ce sur quoi je me penche, c'est pourquoi par l'artifice imiter la nature alors qu'on peut vivre ces expériences en pleine nature, et finalement pourquoi ne pas chercher une expérience artificielle pour ce qu'elle est, complètement artificielle, et pourquoi mimer la nature vers une expérience esthétique. Je peux rebondir ? Super. Oui, du coup, par cette mimésis, ce mime de la nature, il y a un effet de l'ordre du spectaculaire. Il y a vraiment ça, de divertissement. On rejoint un petit peu le propos précédent, et cache du coup la réelle nature de l'objet. C'est-à-dire qu'il se donne à lire comme quelque chose de l'ordre de la nature, symbolique, mais au fond, il est purement et simplement artificiel. Il est robotique, il est même mécanisé. Et donc, il y a également, dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à un moment, il disait que ils ont passé des heures, des jours, des mois pour arriver à atteindre la forme qu'ils voulaient. Et donc, au fond, il y a une prédétermination formelle derrière cette idée-là. Sauf que quand on observe la nature, même si on peut calculer un peu des choses, il y a toujours des surprises. La nature, elle est pas parfaite. Il y a toujours des défauts. Je ne sais pas si on appelle ça des défauts, mais c'est vrai, c'est singulier. C'est pas particulier. Et donc là, la référence à la nature, elle me pose la question, est-ce qu'on doit maîtriser la forme finale si on prend la nature comme référence? Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas imaginer un artiste qui, à la fin, même si ça rate, changerait à chaque fois la forme? Et est-ce qu'on doit également domestiquer, parce que les objets, c'est très beau, mais ça c'est subjectif, voilà. Est-ce qu'on doit domestiquer l'objet, si on s'en réfère à la nature, au point de le mettre dans des beaux espaces, comme ça? C'est souvent dans des musées un peu classiques, un peu, voilà, la nature, elle est vraiment sublimée. Moi, ça me fait penser, c'est un peu les jardins à la française. Voilà, la nature, on la cadre, on la taille bien, voilà. Et finalement, c'est pas ça la nature. La nature, c'est aussi des cyclones, c'est aussi des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi vraiment c'est ça, c'est la problématique de fond, c'est que la symbolique de l'objet cache la vérité. Et c'est l'interrogation critique peut-être qu'on pourrait mettre, c'est est-ce que l'objet nous invite pas davantage à une séparation finalement de nos pratiques industrielles, domestiques, peu importe, à une distance de plus en plus forte entre ce qui est vraiment la nature et nos pratiques. Et est-ce que ça, c'est pas une sorte de perversion pour se dire... voilà, vous voyez, il y a une distance qui se crée encore plus, quoi. Donc moi, je vais un peu donner mon ressenti à moi. Donc c'est vrai que moi j'ai trouvé ça déjà très joli et ça titille pas mon côté scientifique. Effectivement, je vois ça, je me dis c'est magnifique, mais je le vois pas du tout en tant que scientifique. Donc c'est vrai qu'ils ont voulu mimer ces fleurs qui s'ouvrent et qui se ferment selon la lumière ou la température, mais il y a aussi cette chute qui est pas, qu'ils ont rajouté, qui ajoute quelque chose, je trouve, à l'œuvre. Et moi, ça me fait aussi penser un peu à des méduses. Enfin, il n'y a pas que la plante qui s'ouvre, mais il y a ce côté très léger, comme les méduses là qui flottent. Et donc, on a l'impression, en fait, que ça a l'air tout facile. Enfin, alors qu'il y a d'après ce que j'ai compris, une mécanistique, une robotique derrière qui est incroyable. Et donc, comme vous avez dit, en fait.
ils ont voulu mimer quelque chose qui est naturel, enfin cette nyctinasie, qui est l'ouverture des fleurs quand il fait plus froid ou quand il fait nuit. Donc ce mouvement, c'est pas chez la plante, c'est un mouvement qui est dû à la chimie. Et là, c'est un mouvement qui est complètement robotique et qui a été créé. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique comment ça place chez la plante, mais peut-être... voilà, en fait, donc chez la plante, c'est complètement quelque chose de chimique. En fait, si vous avez des pétales, les pétales, c'est des couches de cellules. Et à la surface des cellules, il doit y avoir des récepteurs qui sont sensibles à la lumière ou à la température, ça dépend des plantes. Et donc, s'il commence à faire moins jour, enfin, il y a moins de soleil, il y a une dépolarisation de la membrane qui se fait, ce qui fait qu'il y a plus l'échange de calcium au niveau des membranes des cellules est facilité. Et ce qui veut dire que la pression osmotique dans les cellules va augmenter ou diminuer. Elles vont se gonfler ou carrément rétrécir. Donc, en fait, quand on va dire qu'il fait plus sombre, les cellules à la surface des pétales vont rétrécir. Juste celle de la surface et pas celle d'en dessous, et ce qui crée le mouvement. Donc c'est vraiment quelque chose de purement chimique chez la plante. Et là, ils ont essayé de traduire ce mouvement qui est purement chimique en quelque chose, un mouvement qui est complètement robotique. Et donc vous avez dit que ça a mis, ça a été dit dans le film, que ça a mis quand même beaucoup de temps à mettre au point ce mouvement pour qu'il soit parfait et tout ça. Mais j'ai envie de dire chez la plante probablement aussi, parce qu'il y a eu toute l'évolution qui a fait qu'on a sélectionné des choses qui marchaient plus ou moins bien et qui étaient le mieux adaptées et le plus parfait pour survivre selon la température, selon la luminosité et tout ça. Donc dans les deux cas, en fait, il y a un travail de sélection. On essaye, on avance, ça marche pas trop, on essaye autre chose. La nature, elle a fait exactement la même chose pour avoir quelque chose qui marche le mieux. Alors, je sais pas si j'avais autre chose. Et donc, je suis d'accord quand vous dites que c'est un biomorphisme. C'est exactement ça. En fait, on essaie de reproduire quelque chose, un mouvement, mais avec un outil, une mécanistique qui est complètement différente. Et quelque part, c'est peut-être ça l'art aussi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Alors, je vais rebondir sur 2-3 choses. Sur la question biomimétisme, biomorphisme, etc. En tant que botaniste très très amateur, je connais une fleur, donc l'onagre, qui elle s'ouvre au coucher du soleil. Et du coup, je me suis dit que peut-être l'étape d'après, bon voilà, c'est une pensée juste comme ça, mais l'étape d'après, c'est que quand le soleil se couche, la lampe s'ouvre. Du coup, il y a peut-être déjà une étape qui va plus vers le mimétisme, même si pour qu'il soit correct, il devrait être donc chimique. Et après, sur ces questions d'imitation de la nature et de cette distance que vous soulignez, c'est aussi quelque chose de très intéressant dans l'histoire de l'art et une question qui se pose actuellement, je trouve. C'est-à-dire que du point de vue esthétique, je dirais philosophie du beau, c'est la base du début des arts primitifs. Et pendant très longtemps, c'est l'imitation de la nature, et on a déjà cette question de une fois que je l'ai peint, c'est plus la nature. Donc il y a toute cette question-là, et c'est très étrange de trouver aujourd'hui dans les arts contemporains un retour en force de questions qui semblaient loin derrière nous. Donc je sais pas ce que ça veut dire, on verra. De toute façon, on n'a pas le recul pour ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant sur cette position dans les arts. Voilà. Est-ce que... Peut-être une autre chose, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et d'autant plus avec cette idée énoncée de transposition de la chimie à quelque chose de plus mécanique. Ça aussi, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, on peut retranscrire, repenser et pourtant parler d'une forme de biomimétisme quand même, parce qu'on a transcrit quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Et pour rebondir du coup sur ce regain d'intérêt, bon, ce regain d'intérêt, il n'est pas anodin, parce que justement, avec le développement de l'informatique et du numérique, on a justement des possibilités avec certains programmes. On pense par exemple à Processing de Casefreas, ou même à des plugins comme dans le design pas graphique du coup, mais plutôt d'objets comme Grasshopper sur Rhinoceros, où on peut avoir justement se rapprocher plus du biomimétisme par des programmes qui vont créer de la générative, où on va pouvoir avoir non pas du paramétrique compliqué forcément, mais où de la générative, où on peut avoir à chaque fois en fonction de données
des résultats différents. Donc ça, c'est très très intéressant parce que du coup, en fonction de données contextuelles, ça peut être du climat, de la météo, peu importe, on a une forme qui est générique à chaque fois différente. On peut avoir également des systèmes d'auto-organisation. On pense, j'avais vu c'était avec toi, on avait vu une exposition Naturaliser l'architecture au FRAC d'Orléans et il y avait une forme d'impression 4D où en fait c'était la structure même de l'objet qui, en fonction de son contexte et de stimuli, bougeait en fonction de son environnement. Et on a un dernier point, c'est la formalisation même de l'objet qui peut faire référence à du biomimétisme. Et voilà. Mais bref, on est moins dans l'imitation, on est vraiment dans une systémique du vivant, où on va vraiment... moi, je pense que le biomimétisme va gagner vraiment là-dedans, mais pas dans l'imitation. C'est vraiment dans le système. Et du coup, ça peut se revendiquer à 100% de l'artificiel, en s'inspirant du vivant, mais c'est comment de l'artificiel j'arrive à faire quelque chose de l'ordre d'une systémique, d'un écosystème qui va réagir en fonction de stimuli, etc. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a plus de prédétermination formelle comme ici, et à chaque fois, ça se transforme et tout ça. Vous vouliez encore ajouter quelque chose sur cette œuvre ? Non ? Mais du coup, vous m'aviez donné la transition, sans le vouloir, un peu avant. Vous parliez de la question du temps et donc de l'évolution. Et effectivement, ça a mis un certain temps. Comme les plantes ont mis un certain temps à trouver leur fonctionnement, leur système de fonctionnement, au travers de 3,5 milliards d'années d'évolution, peut-être quelque chose comme ça. Et ces mécanismes-là donc servent de source d'inspiration, du coup, plutôt dans l'artificiel ou dans le techno-écologique ou quelque chose comme ça, une symbiose de ces pensées, pour peut-être faire face, ou au moins essayer de faire face aux défis d'aujourd'hui, notamment la durabilité, la gestion de l'énergie, etc. Et c'est un peu ce qu'explore la troisième œuvre, que voici. Voilà, qui s'appelle Biotricity, et donc qui est l'œuvre de Righty Smith et, c'est pas précisé sur le document, Rasa Smith, donc en collaboration avec Voldemar Johansson, qui sont des artistes qui ont fondé donc le centre culturel Nouveau Média RIXC à Riga, et qui ont une réflexion autour des questions d'écologie, et qui se cristallisent lors d'un événement qu'ils organisent, qui est un festival qui s'appelle Futur Renouvelable. Donc je crois que la ligne est assez claire. Donc eux s'installent dans cette mouvance post-média et réfléchissent durabilité, techno-écologie, croisement avec les techniques issues de la biologie ou autres, pour penser des solutions face à la future surpopulation, les défis de l'énergie, etc., etc. Je vais vous mettre juste une petite vidéo pour voir, puisque c'est une illustration de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus, ça peut servir dans le geste artistique à les données qui sont générées, enfin les mouvements électriques qui sont générés par cette... il faut peut-être que j'explique ce que c'est, pardon. Donc c'est une pile microbienne, et c'est donc des batteries qui fonctionnent à partir d'activités de bactéries. On entrera dans les détails scientifiques peut-être tout à l'heure. Et en fait, ces mouvements électriques sont réutilisés pour le geste artistique. C'est des données qui vont générer du son, voilà. Mais en entrée, enfin, il n'y a pas un rapport direct, c'est juste pour avoir des données pour créer quelque chose. Et des glitches ou accidents sur l'image microscopique que vous voyez derrière. Vous allez voir, elle est perturbée, et elle est perturbée donc par ces données.
Voilà. Alors j'imagine que dans le geste artistique aussi, c'était une manière de signifier aux spectateurs qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Voilà. Et normalement, c'est notre duo d'artistes absents qui aurait commencé. Donc, est-ce que je vais les représenter un peu après. Je vais vous quand même laisser parler les présents d'abord. Quelqu'un veut commencer ? Je vais peut-être vous expliquer le principe, vous expliquer un peu ce que vous avez sur cette image. En fait, là, vous avez il y a deux piles en fait, d'après ce que j'ai compris sur l'image. Donc, c'est des piles microbiennes. Et en fait, le principe, c'est qu'en fait, la bactérie, elle génère, à partir d'une énergie chimique, elle transforme une énergie chimique, cette pile, en énergie électrique. Et donc, comment ça marche? Vous avez deux compartiments. Là, dans le premier compartiment, vous avez des bactéries et de l'eau sale avec plein de nutriments. Donc, la bactérie va se nourrir de cette saleté, de ces déchets organiques qui sont là-dedans, parce que les bactéries, il faut qu'elles mangent un peu pour croître. Et donc, en métabolisant ces déchets, ces substances organiques, il y a des processus, des réactions d'oxydoréduction qui se font chez la bactérie au niveau des membranes de la surface de la bactérie et qui génèrent en fait des électrons qui vont en fait aller après dans l'autre compartiment. Et dans cette, donc ça va aller de l'anode à la cathode, si vous vous rappelez de vos cours de lycée de physique. Et donc ça génère de l'électricité. Donc c'est les bactéries, en métabolisant des déchets organiques, c'est quelque chose de naturel qu'ils font. C'est la manière dont ils se nourrissent. Et ça génère des électrons, un gradient d'électrons au niveau de la membrane, et qui permet en fait de générer de l'électricité. Donc ça, en fait, ça va pas, je veux dire. Ça peut allumer une lampe, c'est quand même des systèmes à basse énergie. Enfin, je veux dire, ça va pas faire une centrale nucléaire, ce genre de truc. Et donc l'idée, en fait, derrière ça, c'est d'utiliser ça, par exemple, dans des stations d'épuration, où on utiliserait des bactéries qui se nourriraient de l'eau sale, et ça permettrait de générer de l'électricité, qui permettrait de rendre, par exemple, une station d'épuration autonome du point de vue électricité. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'en fait, là, ils ont mis une image. Donc, en fait, ils ont mis deux piles pour faire, je pense, joli et tout ça, pour qu'il y ait un côté esthétique. L'image, c'est pas une image de bactérie. Alors, c'est peut-être un biofilm, parce qu'en fait, là, les bactéries, elles nagent pas. Elles adorent se coller sur des surfaces. Donc, je pense, l'électrode qui est dedans, ça doit être une espèce de plaque ou un truc comme ça, où les bactéries se collent dessus. Et donc là, en fait, vous avez un espèce de biofilm de bactéries qui doit être sur le truc. Donc, voilà. Après, le son qu'on entend aussi, une bactérie, ça fait pas de bruit, donc je sais pas ce qu'on entend, franchement. Et je suis pas encore sûre que ce qu'on voit là-dessus, c'est ce qu'il y a dans le truc, mais c'est pas grave, peut-être. Voilà. Donc, après, moi, en tant que scientifique, quand je vois ça, c'est sûr, ça me rappelle le boulot. Je suis pas éblouie. Enfin, ça stimule pas mon côté sensible, artistique. Mais c'est vrai que c'est joli. En plus, ils ont choisi. Enfin, il y a quand même tout un côté esthétique dans la création de la pile. Enfin, le verre qui est utilisé et tout ça. Donc, enfin, je pense qu'il y a toute une réflexion artistique quand même derrière. Hein. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Du coup, certainement parce que je ne suis pas scientifique, moi ça m'interpelle un peu plus. Et en fait, ce qui m'interpelle vraiment, c'est cette notion du rythme, cette sorte d'effigie de la lenteur où là, on change de modèle, on n'est plus dans cette société d'hyper-vitesse, mais au contraire, on apprend à regarder quelque chose de très lent. Et également cette impossibilité d'avoir un flux constant. Et c'est peut-être ce qu'on doit entendre, cette idée audible qui est retranscrite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance, ce ne sera pas le flux électrique constant que l'on connaît et qui alimente nos outils, mais plutôt quelque chose d'imprévisible, de pas tout à fait... quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, mais qui pourtant amène à changer, encore une fois, des modèles. Et encore une fois, il y a une idée de fusionner nature et culture, et je trouve que ça se ressent finalement dans les trois exemples avec des manières différentes. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce type d'œuvre nous permet d'accepter
quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est incertain et qui, du coup, n'est pas parfait, mais qui permet vraisemblablement de changer nos modèles de production, par exemple. Ouais, ben justement, par rapport à la question de changer des modèles, changement de modèle ou même de paradigme technique, moi je trouve qu'il y a un rapport à la technique qui est assez intéressant là. Alors bon, je vais citer un philosophe, Peter Sloterdijk, je ne sais jamais comment le prononcer, qui justement distinguait l'allotechnique de l'homéotechnique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'allotechnique, c'est la prise de la nature par la ruse et sa maîtrise. D'accord ? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on va utiliser la bactérie. Bon, de point de vue éthique, ça va, c'est pas trop dramatique de manipuler comme ça du vivant des bactéries. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a une dimension homéotechnique, c'est de faire avec la nature. Justement, l'homéotechnique se rapproche du biomimétisme, hein, de faire avec. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce système, finalement, c'est moins de savoir si, oui, ok, on fait une pile avec des bactéries, d'accord, mais c'est de se dire, ah bah oui, peut-être que je peux éclairer une lampe torche. Alors on connaît tous la pile patate, ou c'est quoi, c'est la bactérie patate, enfin je sais pas comment on appelle ça, où on branche. Et le légume, enfin, peut nous permettre de produire de l'électricité. Donc c'est comment le vivant nous permet de produire de l'électricité. Je trouve que ça ouvre des champs. Ça ouvre des champs pour les designers, pour les architectes, etc., qui repensent nos environnements, de savoir comment finalement on peut concevoir des objets qui aujourd'hui vont être plutôt dans un modèle circulaire. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est entouré, c'est un environnement écranique, on a nos tablettes, nos téléphones, nos écrans de télévision, nos ordinateurs, etc. On consomme énormément d'électricité, et on le fait grâce aux centrales nucléaires. Je ne suis pas du tout pour, mais voilà, c'est un fait. Et comment on peut changer de modèle ? Comment on pourrait, je sais pas moi, dans nos intérieurs, avoir dans notre garage une ferme bactérienne? Comment on pourrait, en faisant notre sport tous les matins, produire une certaine quantité d'électricité? Comment et ça, je pense que ce sont des questions que le projet suscite véritablement. Hein. C'est vraiment le rapport à la technique et à l'énergie. Hein. Donc moi, c'est vraiment et c'est un appel. Je trouve que cette œuvre est véritablement une ouverture et rend visible. On parlait à un moment donné des découvertes ou des choses qui se passaient dans des labos. Bah justement, ça ouvre des débats sur notre relation à l'énergie, à sa production et à sa consommation, justement. Oui. Alors justement, hein, pour replacer aussi dans le contexte de ce que font ces artistes, ils font plein de petites choses comme ça. Ils ont un groupe qui s'appelle le Réseau Renouvelable, avec des scientifiques, des artistes, des habitants de zones rurales, des habitants des urbains, etc. Et ils ont fait des batteries solaires comestibles, des batteries à bactéries dans des étangs, implantation d'abeilles et cartographie des abeilles dans la ville, enfin des choses comme ça, des petites choses peut-être, mais qui sont effectivement une invitation à repenser nos modèles et à relocaliser des grands classiques aussi de l'écologie, c'est-à-dire que si on consommait moins, on n'aurait peut-être pas besoin des centrales nucléaires. Et un autre argument écologique, c'est que si on mettait autant d'argent là-dedans que dans les centrales nucléaires, peut-être que ça produirait mieux. Donc je pense que c'est un peu ces questions-là qu'ils essayent d'amener, de montrer qu'on peut faire des petites choses. Et du coup, ça me donne la transition pour parler des absents. Et donc pour pas trop trahir ce qu'ils auraient pu dire, je vais vous parler d'une de leurs œuvres et de la note d'intention qui va avec, puisque c'est assez proche de ces questions-là. Et donc ça s'appelle Urinotron. Et donc ils viennent d'avoir le prix Pulsar pour ça, mais la note d'intention est très claire sur ce que c'est et surtout sur ce que ça n'est pas. Et donc je vais la lire. Donc, Urinotron est un ensemble sculptural, préfiguration ingénierique et sociale. Urinotron est une centrale qui produit de l'électricité à une échelle locale, à partir d'un déchet organique, familier mais du reste intime, l'urine. Cette installation artistique prend la forme d'un laboratoire clandestin, au sein duquel sont rassemblés des réservoirs divers, verreries, des électrodes, des batteries, des câbles, des afficheurs divers. Ce grand tout, assemblé selon une esthétique du bricolage, peut être assimilé à une pile microbienne géante. Ce type de pile fait déjà l'objet de recherches avancées et notre objectif n'est pas tant de reproduire ou d'améliorer l'existant, mais plutôt par un biais symbolique et artistique d'élaborer une mise en critique de la technique pour en éprouver les limites et créer alors une matière à jugement sur le contexte industriel et capitaliste dans lequel s'inscrivent les recherches sur les bioénergies. Les enjeux
associés à la transition énergétique imposent de repenser nos usages, nos modes de consommation ainsi que l'industrialisation dans nos sociétés. De l'électroménager au transport, de la gestion des éclairages publics aux optimisations de pages web, chaque geste fait l'objet du calcul de son empreinte carbone et de son coût énergétique. L'hyper-industrialisation et le caractère abstrait de la pollution et du réchauffement climatique, microparticules, gaz, etc., produisent un décalage, un découplage entre la production de l'énergie et son utilisation. L'intermédiation croissante de ces circuits joue un rôle dans la perte de conscience de la place de chacun. Pourtant, comme ressource de base, illimitée et facilement adaptable, les énergies renouvelables ouvrent un modèle économique résilient. L'intention symbolique et concrète pointe les rapports de force entre une production électrique dominante, centralisée, et une microélectricité produite par chacun, potentiellement déclinable, recyclable et jusqu'au boutiste. Cette forme de résistance à cette économie en tension peut se retrouver en dehors de l'exposition et permettrait alors de penser le projet avec une seconde phase, à savoir une imbrication à l'espace public au sein duquel l'installation maintiendrait sa spécificité mais serait reliée à des usages courants, utiles et permettant de repenser l'espace public et ses usages. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur les propos de ces artistes ? Oui, du coup, peut-être rebondir sur cette idée de rapport de force. J'ai bien aimé ce dont ils expliquent. Et effectivement, que ce soit sur cette œuvre ou la précédente, il me semble qu'il y a l'idée d'une coopération, qu'on n'est pas uniquement là pour utiliser le vivant, mais aussi pour, d'une certaine manière, coopérer. Alors, je ne sais pas si c'est probant sous la forme de bactéries, mais en tout cas, il me semble qu'il y a un enjeu qui se situe aussi là-dessus. Moi, j'avais une remarque par rapport à ça. C'est par rapport à ce projet, du coup, parce que c'est très intéressant, parce que ces artistes revendiquent dans leurs propos le fait d'installer leurs œuvres dans un milieu de l'exposition, mais d'interpeller le public. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment interpeller... Parce qu'on sait très bien que les personnes qui vont dans une exposition représentent très peu de personnes sur l'ensemble de la population. Mais c'est comment ces questions-là qu'ils mettent en forme au travers de leur projet, eh bien, peuvent solliciter à un moment donné des politiques, peuvent solliciter à un moment donné des communautés particulières. Voilà, moi c'est ça. Comment est-ce qu'on peut tout à partir de ces œuvres-là qui, d'un premier abord, quelles autres démarches ils le font, parce que là, ça c'est typiquement c'est dans une exposition, dans un musée ou dans un lieu culturel. Mais est-ce qu'à un moment donné ils vont faire des immersions, ils vont dire bah tiens, vous allez tester ça, vous allez tester ça pendant une semaine à produire de l'énergie dans votre salon et à mettre ça et voir comment vous interagissez avec ce dispositif. Et voilà, enfin de le rentrer dans le quotidien et de l'interroger dans le quotidien et pas seulement de manière autonome comme ça dans un lieu, dans un écrin artistique. Alors, je ne vais pas répondre à leur place, c'est sûr, mais c'est clairement une question qui se pose, on l'entend à la fin de la note d'intention, c'est-à-dire d'amener ça dans l'espace public, c'est la phase 2, quoi. Après, c'est pour certains anciens projets que je connais, il y a je peux parler par exemple de Viridis qui est un jeu. C'est un jeu vidéo et il crée une communauté pour jouer à ce jeu et en fait donc il faut survivre, tout ça. Le principe est assez classique, mais pour survivre et pour se régénérer, on boit une eau verte, et cette eau verte est constituée de spiruline, et donc dans le jeu on a une gestion collective d'une ferme de production de spiruline, et en fait le jeu est relié à une vraie ferme dans les Cévennes à côté de chez eux de production de spiruline. Et donc ça c'est peut-être l'étape intermédiaire, c'est-à-dire d'interpeller le citoyen autour de quelque chose de ludique
et de lui dire voilà, et en même temps on peut produire de la spiruline, et la spiruline c'est une algue qui pourrait résoudre des problèmes au niveau mondial en termes d'alimentation, etc. Donc il y a un côté à la fois un geste d'artiste et à la fois aussi une interpellation de la société. Et donc cette question de la collaboration que vous soulignez tout à l'heure, pour Artact, je ne sais pas, mais pour l'œuvre Biotricity, je sais que ce collectif est animé par la pensée écosophique, que Félix Guattari a fait connaître, mais qui a été écrit avant lui, donc le binôme de Deleuze, et qui dit en gros, il y a trois écologies: l'écologie subjective, donc de la personne, l'écologie sociale, donc l'écologie de la société, et l'écologie environnementale dont on parle souvent. Donc en très gros résumé, toute idéologie qui s'est imposée au cours de l'histoire a accentué énormément une de ces sphères, donc pour le subjectif et le plaisir immédiat de la personne, le capitalisme clairement, pour l'aspect social, le communisme, et peut-être qu'on va vers un écologisme, on voit certaines tentative de sanctuariser des espaces et qui nie même l'existence de l'homme, puisqu'on n'a plus le droit d'y entrer. Et donc il explique que quand on pousse trop sur une de ces sphères, on bousille les deux autres, en très gros résumé, et que du coup le grand enjeu écologique global, c'est de prendre en considération ces trois sphères simultanément. Et ça a l'air couillant comme ça, mais c'est pas rien, et effectivement c'est extrêmement complexe. Il faut prendre en considération une complexité hallucinante, et donc peut-être que ces artistes qui s'imprègnent de cette idée, ils commencent par le commencement, par des petits gestes qui pourraient peut-être illustrer ce type de pensée, et puis ouvrir un champ, ou en tout cas continuer à alimenter un champ de réflexion autour de ces questions-là. Voilà. Juste rajouter un truc par rapport à ces biopiles. En science, c'est vrai qu'il y a toute une recherche. Enfin, il y a plein de labos qui travaillent sur ce genre de biopiles, de piles microbiennes, pour arriver à augmenter leur puissance. Donc, si on veut arriver à augmenter leur puissance et arriver à développer ce genre de biopiles, c'est vrai qu'il faut toute une activité de recherche derrière pour voir quelle bactérie serait le plus efficace, comment augmenter l'efficacité de l'interaction des bactéries avec l'électrode et ce genre de choses. Donc il faut toute une recherche en sciences, mais également en design, pour voir comment on peut créer ce genre de biopiles ou de piles microbiennes, pour avoir quelque chose qui a une puissance qui est à peu près intéressante pour pouvoir les utiliser pour, rendre une station de traitement d'eau autonome en électricité, ou à la maison, qu'on puisse utiliser ça pour des éclairages ou ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a vraiment un avenir pour... c'est présenté comme œuvre d'art là, mais un jour, je pense que c'est des choses qui se développeront sans problème. Donc, et oui, effectivement, pour rebondir aussi sur Félix Guattari, il a aussi cette belle idée de dire que effectivement les trois sphères sont présentes et doivent être prises en compte pour cette pensée de l'écosophie. Mais il y a aussi cette idée que que la subjectivité se fonde par l'altérité. Et ça, c'est assez beau parce qu'on revient sur cette idée de coopération, parce que l'altérité, c'est avec l'autre, l'individu. Donc on pense le social, comme vous l'avez énoncé. Et c'est également comprendre ce qui n'est pas nécessairement moi, mais qui est vivant, comme l'environnement. Et donc ce principe, je trouve, qui traverse les trois sphères de l'écologie de Guattari, cette idée de finalement, par l'altérité, on comprend l'autre et on comprend son environnement, et peut-être que c'est la clé pour comprendre notre propre subjectivité, puisqu'on le sait que la subjectivité se construit par l'altérité à l'autre. Donc, Ok. Et merci pour ces précisions. Donc, il est de tradition de faire une 4e partie dans ces soirées où le public est invité, s'il le souhaite, à commenter
une des œuvres de son choix, ou simplement traditionnel, poser des questions aux intervenants si vous le souhaitez, ou demander des précisions, sachant que on peut aussi avoir des questions du Facebook Live, donc on invite nos amis virtuels à poser des questions s'ils le souhaitent, elles seront relayées. Voilà, je vais faire passer le micro. Quelqu'un se lance ? Alors j'avais une question sur la première œuvre qu'on a vue. Je suis navré, je ne crois pas que ça soit la plus intéressante, mais comme c'est la plus provocatrice, voilà, j'ai envie de tomber un peu dans le panneau aussi. Et je voudrais donner peut-être un autre contexte. Et là derrière, il y a une question qui est peut-être pour vous, madame, qui travaille en microbiologie. Je suis navré, j'ai pas eu le temps de retenir votre nom. Ce qui me frappe quand je vois ça, c'est que j'ai l'impression que cette œuvre me dit exactement l'inverse que ce qu'elle paraît dire, c'est-à-dire son caractère spectaculaire. Ok, c'est de la manipulation, c'est de l'ingénierie du vivant, modification génétique, mais l'ingénierie du vivant, elle a commencé bien avant tout ça. Et peut-être elle remonte à la domestication des animaux, qui permet le croisement. On a créé des espèces qui n'existaient pas du tout avant qu'on y touche. Ou alors on a modifié, parfois très radicalement, des espèces qui préexistaient. Et j'étais il n'y a pas longtemps avec un ami qui m'expliquait que le cheval, notamment le cheval de guerre, c'est quand même un truc très très étonnant, parce que le cheval, dans son habitat naturel, c'est un appareil qui se distingue par sa capacité à courir très vite et tout droit, et sans s'arrêter. C'est comme ça qu'il échappe à ses prédateurs, et c'est là qu'il est le plus fort. Or, les écoles de dressage militaire, les espagnols, mais il y en a d'autres, se sont justement focalisés sur le fait d'apprendre au cheval des trucs qu'il ne sait pas faire, qu'il n'est pas prêt à faire normalement. C'est-à-dire faire des embardées, marcher de telle façon, bref. Donc on est arrivé à créer des comportements totalement inédits et très étranges à des animaux parfaits par des centaines et des centaines d'années d'évolution. Alors que l'ingénierie du vivant particulière qu'on appelle modification du génome, elle a un domaine d'application super restreint, si je comprends bien, parce que c'est le mieux qu'on puisse faire. Bon, ça c'était en 2000, je pense que c'était presque 20 ans, je pense que ces techniques ont dû se sophistiquer, se complexifier, etc. Mais finalement c'est assez peu impressionnant. Un lapin qui change de couleur, je ne sais pas, par rapport peut-être à un cheval qui navigue dans un champ de bataille entre des obus, des cris, des épées, que sais-je. Voilà, alors peut-être que moi je vois ça comme une sorte d'aveu non pas d'insuffisance, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Changer la couleur. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est vrai, vous avez raison, on fait des croisements, des sélections et on génère des nouvelles espèces depuis très très longtemps, sans faire de manipulation génétique, juste en faisant des croisements, sélectionnant des plantes ou ce genre de choses. Donc effectivement, on a créé des nouvelles espèces de roses ou de plantes sans manipulation, sans couper un morceau d'ADN et le mettre dans une autre cellule. On l'a fait d'une autre manière, en faisant des croisements. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Donc après, quand vous parlez du cheval, vous parlez de ce que vous lui apprenez, ce qui n'est pas la même chose que mettre un gène d'une espèce dans une autre espèce. Après, créer un lapin comme ça, c'est pas... ça a été fait en 98, on sait le faire, mais c'est pas facile. Parce que si c'était aussi facile que ça, toutes les maladies génétiques, on pourrait les guérir. Et on ne sait pas les faire pour l'instant. Donc si vous regardez le Téléthon et tout ça, c'est des maladies génétiques. Si on savait remplacer facilement un gène qui marche pas bien par un gène qui marche, on n'aurait plus de maladies génétiques. Donc ça on sait le faire, mais sur l'humain, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas faire. On sait traiter très peu de maladies génétiques, mais on fait des progrès dans ce sens-là, mais c'est pas évident pour l'instant. Quand on voit ce lapin, on a l'impression effectivement que c'est facile, mais c'est pas aussi facile que ça, parce que déjà c'est des micro-injections. Il faut injecter dans une seule cellule, il faut injecter l'ADN. Donc déjà c'est pas évident. Et après, il faut que la cellule survive et tout ça. Donc juste cette micro-injection, je pense. Moi, je suis pas du tout spécialiste dans le domaine, mais ça a été quelque chose, un goulot d'étranglement à l'époque. Voilà. Maintenant, moi, je travaille sur des bactéries.
on mute des gènes quand on fait ça tous les jours dans le labo, donc, et on en a une vingtaine en parallèle qu'on fait en même temps. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire de manière très, très facile. Sur les mammifères, ça reste encore des choses un peu plus difficiles, mais voilà, mais les choses avancent rapidement. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites, que ça fait très longtemps qu'on manipule les gènes, mais d'une autre manière. Avec la domestication du chien, quelque part, on a déjà manipulé le gène parce qu'on a sélectionné des chiens qui étaient très, pas agressifs, qui avaient besoin d'un contact avec l'homme. Et donc, en sélectionnant ces chiens, en les faisant reproduire entre eux, on a créé ces espèces de chiens. Voilà. Avec les roses, c'est pareil, les plantes. Juste pour rebondir du coup sur ce qui est dit, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est que par l'apprentissage, il y a l'idée d'une ruse vis-à-vis de l'animal, mais qui se fait dans le temps. Alors que la modification génétique, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Oui, on a créé ces espèces de chiens, voilà. Avec les roses, c'est pareil, les plantes. Et c'est d'un instant à l'autre. Donc, j'ai quand même... Juste pour rebondir du coup sur ce qui est dit, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est que par l'apprentissage, il y a l'idée d'une ruse vis-à-vis de l'animal, mais qui se fait dans le temps. Alors que la modification génétique, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Oui, on a créé ces espèces de chiens, voilà. Avec les roses, c'est pareil, les plantes. Et c'est d'un instant à l'autre. Juste pour rebondir du coup sur ce qu'il dit, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est que par l'apprentissage, il y a l'idée d'une ruse vis-à-vis de l'animal, mais qui se fait dans le temps. Alors que la modification génétique, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Oui, on a créé ces espèces de chiens, voilà. Avec les roses, c'est pareil, les plantes. Et c'est d'un instant à l'autre. Juste pour rebondir du coup sur ce qu'il dit, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est que par l'apprentissage, il y a l'idée d'une ruse vis-à-vis de l'animal, mais qui se fait dans le temps. Alors que la modification génétique, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Oui, on a créé ces espèces de chiens, voilà. Avec les roses, c'est pareil, les plantes. Et c'est d'un instant à l'autre. Juste pour rebondir du coup sur ce qu'il dit, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est que par l'apprentissage, il y a l'idée d'une ruse vis-à-vis de l'animal, mais qui se fait dans le temps. Alors que la modification génétique, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un changement. C'est pareil, les plantes. C'est d'un instant à l'autre. Juste pour rebondir du coup sur ce qu'il dit, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. C'est que par l'apprentissage, il y a l'idée d'une ruse vis-à-vis de l'animal, mais qui se fait dans le temps. Alors que la modification génétique, c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Mais voilà. Oui, c'est pour ça, à un moment donné, quand je parlais de l'allotechnique et de la maîtrise de la nature, d'une domination de l'homme sur la nature assez fin, pour la bactérie, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai que sur des organismes vivants qui peuvent être considérés comme des êtres vivants véritablement, avec... Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, ça peut poser question véritablement. Et l'exploitation... Oui, l'exploitation en elle-même, elle me paraît... j'ai oublié ce que je voulais dire. Elle me paraît délicate à soutenir, voilà, si c'est sous l'égide du confort humain, du seul confort humain. Moi, je pense que la notion de confort, elle est très importante. Parce que justement, c'est comment si on fait interagir le vivant dans les techniques, à nos fins, est-ce qu'on est prêt à réduire notre confort et à être en rythme avec la nature et à faire des concessions, ou est-ce qu'on va rester dans cette position de domination et au-dessus d'elle? Voilà. Donc là, moi je suis tout à fait d'accord avec la question qui a été posée. Est-ce qu'elle soulève comme enjeu éthique, etc. Est-ce qu'on est prêt à perdre du confort? Est-ce qu'on est prêt à modifier complètement nos paradigmes de vie quotidienne pour ces idées? Donc, est-ce qu'on est prêt à faire du sport? C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, est-ce qu'on est prêt à faire du sport tous les matins? Est-ce qu'on est prêt à entretenir des êtres vivants et à en prendre soin
pour produire de l'énergie? Est-ce qu'on est prêt à faire tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une forme, on a une attitude très naïve des choses et de l'ordre de l'insouciance. C'est-à-dire qu'on consomme de l'énergie sans se rendre compte véritablement de ce qu'on consomme. Donc là, il y a véritablement un souci, quoi. Et oui, effectivement, merci pour cette belle question. Et je suis tout à fait d'accord, on est dans un rapport anthropocentré, c'est certain. Et d'accord aussi qu'il y a la question aussi de vivre un nouveau rythme qui n'est pas celui que nous connaissons avec un confort optimal et une habitabilité toujours plus améliorative, mais peut-être quelque chose qui nous met parfois à défaut, mais qui justement nous permet de coopérer. Et je pense qu'on ne peut pas tout d'un coup tout abandonner. C'est aussi, il y a ce débat entre les néo-darwiniens et les bioconservateurs, justement, où on se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser le vivant et les technologies pour réapprendre à vivre avec le vivant parce qu'on a oublié comment vivre. Et je trouve que ce type de projet, justement, nous permet de se demander si on peut, malgré l'anthropocentrisme qui est assez présent, on peut revenir un peu en arrière et rétablir du contact avec l'environnement, avec le vivant de manière générale. Oui, et c'est effectivement tout l'enjeu écologique, cette question de l'asservissement de la nature, puisqu'on poursuit dans ce cas-là le doux rêve de pouvoir faire tout ce qu'on veut comme on veut, et encore plus et encore mieux. Et que la grande complexité, c'est effectivement de se ramener à... Est-ce qu'on est prêt à mettre en pratique les belles paroles qu'on a envie d'énoncer, voilà, et de se mettre au niveau de ce qui est effectivement possible. Question suivante. En fait, c'est pas une question, c'est seulement revenir justement avec. Alors, en fait, justement, c'est aussi une manière en fait de s'approcher de la nature, en fait. Donc, si on veut la mimer pour l'utiliser, il faut la connaître, la comprendre, et quelque part, en fait, ça nous permet d'être plus proche d'elle et faire plus attention à tout ce qu'on veut. Et ce que j'ai aimé, en fait, dans cette approche de votre thème, en fait, et des présentations des artistes et des designers, c'est comment, en fait, justement, l'art et le design, ou en tout cas l'art, en fait, j'ai mis un accent sur l'artiste. Et tout à l'heure, il y avait sur la première œuvre, en fait, il y avait des jugements en fait presque personnels, c'est la gagner de l'argent ou pas. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est le fait que c'est lui qui met en avant cette chose-là, en fait, cette recherche scientifique qu'il y a derrière, cette volonté écologique, en fait, de s'approcher de plus en plus de la nature. Et du coup, on peut le juger seulement le rôle d'un artiste dans la société, c'est justement cette approche-là, en fait, l'interroge, il met en exergue, il déstabilise les choses. Mais il a bien joué son rôle, en tout cas, c'est avec des créations comme ça nous permet, en fait, voilà, ça pousse à la réflexion, ça pousse... Et justement, ça fait un peu le lien entre le labo, en fait, entre les scientifiques et le public et l'espace public. Donc voilà, c'est juste pour soutenir, en fait, les artistes. Très bien, merci. Oui, j'avais une petite interrogation qui surgit des deux précédentes interventions. Là, à ma droite, quand vous évoquiez ces liens entre la technique, l'anthropocentrisme et la nature, c'est un sujet qui est très très compliqué pour moi, et du coup je vais peut-être un peu faire de l'anthropomorphisme bête et méchant, mais c'est toujours très compliqué quand on parle de la nature comme d'une instance morale. Enfin, moi, là, je suis toujours complètement perdu. S'il y a au moins une chose qui m'apparaît claire après avoir parcouru toutes ces œuvres, c'est qu'il n'y a jamais de nature saisie comme telle. Il y a toujours des éléments relationnels avec la nature dans un contexte humain très très spécifique et toujours fabriqué. Et si je me demande quel est le substrat moral de la nature, qu'est-ce qu'elle nous autorise ou qu'elle nous interdit de faire, je trouve rien, je vois pas, je comprends pas trop comment tout ça peut marcher en fait. Et
vous disiez réapprendre à vivre avec le vivant. En tant que vivant, on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas désapprendre à vivre avec le vivant. On est le vivant. Et c'est comme si vous savez, quand on dit il n'y a aucun animal ne peut inventer l'antispécisme, c'est que les hommes qui peuvent faire ça. Donc c'est quand on invente l'antispécisme, on est super humain. On est humain au carré. Mais voilà, je suis un peu. Si vous pouviez revenir sur cette idée, qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette régulation, vivre avec le vivant? Est-ce qu'on a quelque part un guide de bonne pratique, à part des trucs super évidents? Du coup, vaut mieux pas détruire la planète ou la réchauffer de 25 degrés, ça va parfaitement. Mais sur tout le reste, tout ce que se situe entre les deux, comment est-ce qu'on pourrait avancer? Voilà, moi je me pose tous les jours la question, je sais pas. Alors, je ne sais pas si je peux vraiment vous répondre, mais en tout cas, sur ce que j'entendais par là, c'est qu'on vit de plus en plus dans des environnements hyper technologisés, hyper construits. Et le rapport au vivant, il n'est pas si évident que ça. On parle souvent de sociétés singularistes, ou de individualiste et donc où le rapport à l'autre, même à l'autre individu, n'est plus si tenable que ça, et encore moins à l'environnement au sens large du terme. Donc c'était plutôt une réflexion sur en fait on oublie tout simplement quand on vit pas reculé en campagne, on oublie ce que c'est qu'une plante, on oublie ce que c'est que, je sais pas, un chant d'oiseaux ou je ne sais quoi encore, et c'est peut-être on ne sait même pas qu'une bactérie peut produire de l'énergie d'une certaine manière, et peut-être que ça nous amène à réapprendre ou à voir autrement, et d'une manière générale peut-être à éviter une surproduction. Je pense aussi à nos modèles de production qui ne sont pas favorables toujours aujourd'hui. Donc c'est plutôt vers ce sens-là quel est mon propos. Oui, moi je voudrais rebondir par rapport à notre point de vue de designer, parce que c'est vrai que dans le milieu du design, aujourd'hui on entend de plus en plus de rapports design centré utilisateur, de choses comme ça, où en fait on va toujours, la perspective de la conception va toujours se faire vers l'usager, vers la personne qui va utiliser, mais c'est jamais une conception vers le contexte, c'est jamais une conception environnementale, c'est toujours centré sur l'humain et son confort. Il faut le meilleur confort possible, et les questions environnementales, etc., vont venir toujours après. Elles ne sont pas comprises dans un ensemble de manière écosophique, etc. Et donc ça, c'est véritablement une problématique. Et je pense que quand on parle d'anthropocentrisme, c'est aussi ça, c'est comment une conception peut intégrer de manière compréhensive, de manière générale, un contexte, et pas seulement à des fins spécialisées pour un humain, ou pour... voilà, c'est ça en fait, c'est prendre les choses dans leur ensemble. Je vais aussi me permettre un commentaire suite à cette question, parce qu'il y a un mot qui est important dans ce que vous avez dit, c'est moral. Et je crois pas que c'est ce qui était évoqué, puisque c'est même peut-être un des problèmes qui pourra naître si l'écologie devient morale ou religieuse. Je pense que c'est plutôt systémique, le rapport à la nature, simplement pour la survie, parce qu'on le fait. J'ai l'impression que c'est fatalement anthropocentré, puisque c'est pensé par l'homme, vous l'avez dit, on peut pas être autre chose que du vivant. Mais même le mot nature, finalement, n'a pas de sens, puisque rien ne lui échappe, à vrai dire. Et donc c'est simplement une question de, peut-être, en tout cas de mon point de vue, c'est une question de survie humaine et rien de plus, puisqu'on parle toujours de la planète, mais il est fort probable que, vu le temps géologique, quand on se sera foutu en l'air, la planète survivra et se remettra de nos foutaises. Mais la grande question, c'est comment on pense un système complet, pas seulement ce qui était dit tout à l'heure avec, par exemple, les 3 sphères, pas seulement l'individu, ce qui vient d'être dit aussi, c'est l'individu dans son contexte, dans un environnement, pour que le plaisir ou le confort de l'un ne détruise pas l'autre, puisque au final, ça lui reviendra dans la poire, si je peux me permettre. Voilà. Et juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on a peut-être encore un peu ce luxe de pouvoir s'engager individuellement, etc. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y avait eu un numéro d'Uzbek Erika qui s'intitulait « Faut-il une bonne dictature verte ?»
et où là, du coup, il y a un moment donné où peut-être que la morale sera implacable et qu'à un moment donné, on sera obligé de suivre des restrictions particulières pour répondre aux déséquilibres environnementaux. Hein. Peut-être qu'au bout d'un moment, on en arrivera là. Mais pour l'instant, on a encore ce libre arbitre et de pouvoir investir, expérimenter des choses, etc. Mais... Et donc vivre un nouveau mouvement idéologique en isme. Est-ce que quelqu'un veut une autre intervention? Non? Non, une fois? Non, 2 fois? Non, 3 fois. Merci beaucoup et merci à nos intervenants pour ce riche échange. Je pense qu'on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Il y a des membres de l'équipe de Point 2 aussi là-bas au fond que je remercie parce qu'ils ont contribué à la préparation de cette soirée. Et bien sûr, merci le Shadok pour l'accueil. Voilà, bonne soirée.